Hello hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, 2 fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello hello et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Flouret à mon micro. Christelle est la fondatrice de la marque Baali. C'est une marque de coloration végétale. Et alors, ce qui est intéressant avec Christelle, c'est qu'elle a lancé sa marque alors qu'elle avait déjà un emploi. Et justement, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. On va aborder comment elle a réussi à combiner tout ça. Bien entendu, ce qu'elle a mis en place pour créer sa marque et trouver ses premiers clients. Et un autre point intéressant avec l'aventure de Christelle, c'est que ses clients sont autant des particuliers que des professionnels de la coiffure. Donc on va aussi parler de comment communiquer auprès de professionnels. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello hello Christelle et je suis ravie de te recevoir sur le podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Bonjour Marie, oui, je suis en forme. Ah, super. Merci. Alors en intro du podcast, j'ai déjà présenté rapidement la marque que tu représentes, Baali, mais je te propose que tu te prêtes aussi à l'exercice et que tu nous dises qui tu es et que tu nous racontes un petit peu l'histoire de Baali, de ta marque. Alors, alors moi je suis Christelle et je suis coiffeuse depuis plus de 30 ans et je fais de la coloration végétale dans mon salon, mais ça a commencé, toute l'histoire a commencé avec, j'ai eu un problème de psoriasis sur mon cuir chevelu. Ça c'est une maladie du cuir chevelu depuis que j'étais petite, enfant, depuis l'âge de 9 ans. Et j'ai essayé des poudres de plantes sur mon cuir chevelu. Je me suis rendu compte que c'était assez bluffant, assez bénéfique, que ça me faisait du bien. Et en parallèle, j'avais des clientes qui me parlaient beaucoup de coloration végétale. Voilà, elles voulaient des choses encore plus naturelles parce que moi, faut savoir que dans mon salon déjà, je respecte énormément le cheveu. Je respectais déjà beaucoup le cheveu, mais voilà, j'avais certaines clientes qui me demandaient plus. Je me suis renseignée, j'ai fait une formation de la coloration végétale et sur Paris. Et puis voilà, je me suis lancée. Et en fait, ça a été vraiment un coup de foudre sur ces couleurs, parce que moi, je suis comment dirais-je, j'adore la colorimétrie. Okay. Et voilà, donc j'ai vraiment un coup de foudre pour cette couleur. Voilà. Donc après, ça a été, si tu veux, je me suis rendu compte après, quand j'ai bien utilisé cette coloration, qui est complètement différente avec la coloration chimique, hein, mais vraiment. D'ailleurs, pour une petite anecdote, c'est quand j'ai fait ma formation à Paris, la formatrice me dit bon, vous oubliez tout ce que vous avez appris avant et on repart à zéro. Alors je te dis pas, après 30 ans de métier, ça a été compliqué, mais en fait j'étais hyper motivée, donc j'y suis allée à fond et en fait en utilisant cette couleur sur mes clientes, hein, enfin les cheveux de mes clientes, je me suis rendu compte qu'elles répondaient pas forcément que les gammes que j'utilisais, les marques que j'utilisais, elles me parlaient pas. En fait, la gamme était construite comme la gamme était construite, ça me parlait pas bien. Donc, et c'est là où je me suis dit non mais attends, il faut que je fasse ma propre gamme, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc c'était un défi. Ouais, c'est ça, ouais, un défi. Super, c'est fou. Et alors donc, tu étais et tu es toujours coiffeuse. Et donc aujourd'hui, tu as créé ta propre marque. Et comment tu t'y es prise pour partir dans cette nouvelle dans cette aventure, dans ce défi? Je sais pas, est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as eu des challenges particuliers, des peurs, des doutes? Tu peux nous en parler un peu de tout ça? Oui, alors des peurs, des doutes, oui évidemment. Alors, en plus, j'ai pas confiance en moi, donc tu vois un peu le truc. Déjà, je me dis, est-ce que je vais être capable de créer toutes ces formules et tout ça? Donc
voilà. Déjà, bon, je suis quelqu'un qui veut relever des défis, donc ça m'a pris 3 ans déjà hein, de faire toutes ces formules. Voilà. Et donc j'ai tout fait toute seule. Comment dirais-je? Ben voilà, j'ai eu 3 ans de tests sur des mèches coupées. Tu vois, je coupais les cheveux de mes clientes et je testais, je retestais avec des mélanges de poudre de plante. En parallèle, j'utilisais une marque parce que c'était assez compliqué, donc voilà. Mais que cette marque après que j'ai laissée, mais petit à petit que j'ai construit ma gamme, voilà. Et donc en 2022, 2021, j'avais construit cette gamme et je l'ai faite tester par un laboratoire parce qu'il faut savoir que quand, si tu veux, tu crées des cosmétiques, hein, parce que je crée vraiment des cosmétiques, et ben il faut les faire tester depuis 2013. Il faut avoir des DIP, des dossiers d'information produits, et puis les faire inscrire au portail CPNP. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça a pris un peu plus de 6 mois. Voilà, et puis après il y a eu tout, faire des étiquettes, faire tout le packaging, faire l'image de la marque. C'est tout moi qui ai fait. Ce que j'ai externalisé, c'est le laboratoire en fait, hein, tous les tests, et puis le webmaster. Tu vois, faire le site internet, voilà. Parce que je voulais un site marchand, donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu vends principalement du coup par ton site. T'as d'autres moyens de vente aujourd'hui? T'es partie sur quoi? Alors j'ai mon salon de coiffure, hein, voilà, dans lequel je vends énormément. Je vends aussi, comme tu disais, sur mon site internet. Et puis je vends en B2B depuis 2023, début d'année 2023. Voilà, j'ai des coiffeurs qui me font confiance et c'est top. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est génial. Ouais. Donc en fait, il y a les gens qui finalement font des colorations végétales chez leur coiffeur. C'est peut-être du produit Bali, ça on le sait pas forcément, tout pour le coup. C'est ça. Mais en tout cas, ça commence à faire aussi son petit bonhomme de chemin dans le côté, notamment coloration végétale, le naturel. C'est des choses qui depuis ces derniers temps quand même sont aujourd'hui demandées et plébiscitées au mieux. Et tu lances la machine, t'es là-dessus. Donc moi, je trouve juste l'histoire incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser cette petite question, je suis très curieuse. J'aime beaucoup le nom Bali. Ça vient d'où ce nom? Alors Bal en hindi, ça veut dire cheveux. Et le Y pour la féminité. Ah, voilà. super. Tout simplement. Ouais. Ouais, parce que normalement je voulais l'appeler Aromacée en fait, hein, le nom de mon salon, la base quand j'avais fait mon salon. Et en fait l'INPI je me faisais accompagner un petit peu par la CCI et un monsieur qui est bien spécialisé avec l'INPI m'a déconseillé de prendre le nom de Aromacée parce que il y a Aromazone, voilà. On pouvait faire la confusion. Donc j'ai totalement, voilà, tu vois, en fait, il m'a dit, il vaut mieux changer maintenant que dans 3-4 ans. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai changé au tout début et puis j'ai cherché. Voilà, moi j'adore essayer de trouver des noms de sociétés. C'est marrant, mais je pense que quand on est entrepreneur, on aime un peu tous faire ça. C'est pareil de mon côté. C'est pas toujours le plus simple, mais c'est un outil aussi d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et alors du coup, si on revient un petit peu, si je reviens en arrière par rapport au lancement de ton entreprise, donc tu me disais que tu avais tout fait toute seule. Mais en termes donc t'as commencé, ce qui était important déjà, c'était de tester les formules, d'avoir il fallait que le laboratoire valide, etc. Et après, donc tu disais que tu avais externalisé la création du site internet, mais comment tu t'y es pris toi pour l'identité de ta marque? Je sais pas, est-ce que tu as été, j'aime bien en fait, est-ce que tu es bonne élève et t'écoutes un petit peu ce que disent les coachs comme moi, c'est-à-dire j'ai d'abord étudié peut-être un peu les concurrences, ce qui me différencie, puis je commence à faire ma charte, ou tu es partie différemment? Alors moi j'avais contacté une personne en fait en image de marque et puis on avait beaucoup échangé et qui est au demeurant très sympathique et très visionnaire. Voilà, elle avait bien compris, je pense, ce que je voulais, mais à la fin de cette discussion, j'ai eu comme une impression de lâcher bébé, tu sais, le lâcher, et que finalement, que j'avais le sentiment que tout ce que je lui disais
finalement n'allait pas être, c'est peut-être à tort, hein, n'allait pas être vraiment à 100% ce que je voulais dégager. Et en fait, comme je suis voilà créatrice et tout ça, en fait, je lui ai dit que finalement non, et j'ai tout fait. Donc beaucoup de recherches. Ouais, je voulais pas lâcher ça parce que j'adore faire ça. Voilà, j'ai vraiment, mais vraiment adoré faire ça. Chercher toute l'image de la marque, trouver toute l'image de la marque, vraiment m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup nourri. Voilà. Oui. Et ça aide finalement après à commercialiser. Si tu veux, quand t'es passé à toutes ces étapes, finalement, t'es passé par toutes ces étapes. Donc tu sais toute l'histoire, tu connais toute l'histoire et tout le cheminement. Pour en parler, je trouve que c'est un peu plus facile du coup, je pense. T'es tellement imprégné finalement par toute cette vibration que finalement ça devient naturel de pouvoir vendre les produits. Et justement aujourd'hui pour aller chercher tes premiers clients, ils sont arrivés d'où? Du salon? Ça a été, je sais pas, t'as fait de la publicité, du mailing, je sais pas, t'as mis quoi en place? Alors, Aromacé nourrit Bali, Bali nourrit Aromacé. Aromacé, c'est mon salon de coiffure. Le départ, c'est Aromacé en fait. J'en ai beaucoup parlé dans mon salon. Et puis je suis Aromacé le premier client vraiment de Bali et mes clientes voilà sont satisfaites. Donc l'idée après c'était de sortir de mon salon, donc le site internet, voilà, vendre sur le site, me faire connaître sur les réseaux sociaux, mais comme les réseaux sociaux ont pas été, c'est pas une source de revenus pour moi. Voilà, les réseaux sociaux. Et puis, comme je l'ai dit, du coup, ça. Alors, je suis rentrée dans un magasin La Vie Claire. Je suis dans Bali et dans un magasin La Vie Claire à côté dans la Drôme, à côté de chez moi, qui fonctionne bien. Mais ceci dit, si tu veux, dans tout ce qui est grande distribution, magasin bio, on n'a pas le conseil. Donc voilà, ça marche bien, mais là où ça marche le mieux, c'est vraiment dans les salons de coiffure où des professionnels peuvent vraiment bien en parler de la coloration végétale et de Bali. Bien sûr. Donc c'est... Du coup, toi, tu passes un petit peu de temps à sensibiliser les coiffeurs à la marque aussi, par rapport à ça? C'est ça. Je fais des présentations. C'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire, j'invite des coiffeurs à venir dans mon salon. Et là, je vais sortir de mon salon, ça y est, et aller dans les villes. Donc là, on va commencer. Je commence. C'est une rencontre qui a fait que. Des fois, c'est. Je viens sur Paris en janvier pour présenter. Là, j'ai rencontré une coiffeuse qui va me. Voilà, je peux pas en dire trop maintenant parce que c'est. Mais du coup, ça va se faire et je vais inviter des coiffeurs dans son salon à Paris. Voilà. Et je vais leur présenter la marque. Voilà, présenter toute la philosophie et de ma vision de la coloration végétale. Ouais, c'est génial. Tu vas sensibiliser encore une fois à ça. C'est ça. C'est trop bien fait, notamment par rapport à toi, ton histoire avec le psoriasis, etc. C'est ça. Tous les avantages. Et la jeune génération. Ce que je voudrais, c'est inviter aussi des écoles de coiffure, des professeurs de coiffure. Et voilà. Voilà. C'est nos prescripteurs de la jeune génération sera la génération future à utiliser, j'espère, de plus en plus de la coloration végétale. Bien sûr. Oui, et puis ça part vraiment au niveau de... C'est ça, c'est au début, donc au niveau de l'enseignement et des écoles, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, ça en me fait fait, Pardon. Non, vas-y. Excusez-moi. Ça me fait penser, est-ce que tes auditeurs savent tous ce que c'est la coloration végétale? Écoute, je pense que tu as envie de nous en parler un petit peu. Je te laisse y aller. Même pour moi, tu vois. Vas-y, Christelle. Tu vas bien. Oui. Oh, super. La coloration végétale, c'est des poudres de plantes. Et que des poudres de plantes. Poudres de plantes colorantes. Et puis, on peut y ajouter des poudres de plantes ayurvédiques et soignantes. Donc là, qui vont en effet, comme je t'en parlais tout à l'heure avec le psoriasis, qui m'a fait la poudre de Nîmes, comme ça, je lance une petite poudre comme ça qui est top. Poudre de Nîmes pour les
pour les pellicules et puis pour les psoriasis. Voilà. Alors voilà, j'utilise beaucoup de plantes colorantes. Donc type, je vais t'en dire quelques-unes qu'on connaît tous, le henné. Alors le henné, c'est pas le nom de la plante. Le henné, c'est voilà, on appelait ça le henné, mais le vrai nom, c'est le Lawsonia inermis. Okay. Voilà. Et puis on utilise de l'indigo, du cassia. Le cassia, c'est le henné neutre. C'est le henné qui ne colore pas. D'accord. Voilà. Mais ça n'existe pas, le henné neutre. On appelait ça comme ça, mais le vrai nom, c'est le cassia obovata ou le cassia etylica. Voilà. Voilà. Et voilà. Et il y a plein d'autres plantes, le rapontique, le bourdenois, le bois de campèche. J'utilise plein d'autres plantes. Moi, dans ma gamme, j'utilise une vingtaine de plantes. Donc, que j'ai associées, tu vois, que j'ai mélangées à certaines proportions, à des pourcentages différents, pour construire cette gamme qui va du noir au blond. Voilà. D'accord. Donc, okay. Les limites de la coloration végétale, puisqu'il n'y a pas d'oxydant, ça n'éclaircit pas, évidemment, du coup. Mais on peut faire énormément de choses. Ça tient très, très bien. C'est une idée reçue de penser que ça ne tient pas parce que c'est naturel, ça tient pas. C'est tout le contraire. Je le répète tous les jours dans mon salon, c'est tout le contraire parce que comme il n'y a pas d'oxydant et que ça n'ouvre pas les écailles, on sensibilise pas le cheveu. Et donc, du coup, ça ne dégorge pas. Ça ne fait pas dégorger le cheveu. Et ça tient bien. Ça s'accroche bien aux cheveux. Voilà. Donc, moi, je suis une fan. Voilà. Et tu es la meilleure prescriptrice aussi, mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de, comme tu disais, d'idées reçues. Alors, je sais pas si en termes de communication, c'est quelque chose que tu fais, c'est-à-dire de vraiment sensibiliser à ce qu'on pourrait imaginer de la coloration végétale versus la coloration chimique. Et c'est vrai que moi, tu vois, ma première remarque, ça aurait pu être, oui, mais est-ce que ça tient aussi bien finalement? Et tu viens de nous expliquer que complètement, chimiquement parlant, en fait, de par comment c'est constitué et comment ça agit sur le cheveu, oui. Donc, ouais. Et ça, tu fais ce travail un petit peu, peut-être, je sais pas, est-ce que les réseaux sociaux peuvent te permettre un petit peu à ça, ou c'est plus quelque chose que tu fais au niveau des coiffeurs, parce que peut-être que les coiffeurs ne sont même pas informés de ça, je sais pas. Ah, mais tu as tout à fait raison. En fait, il y a encore pas mal d'idées reçues du côté des femmes, puisque c'est une couleur utilisée plus par des femmes, et aussi beaucoup par des coiffeurs. Voilà. Alors oui, je fais ce travail-là, alors beaucoup dans mon salon de coiffure, énormément. Mais il faut sortir de là, et du coup, les réseaux sociaux sont un bon moyen d'en parler. Alors souvent, c'est le temps en fait qui manque. Voilà, mais j'essaye, oui, d'en parler le plus possible parce qu'il est là finalement le blocage. C'est les idées reçues en fait. Les idées reçues. C'est vrai qu'on peut pas tout faire avec le végétal, mais c'est avant tout ce qu'il faut comprendre en fait, c'est avant tout un soin. Donc quand on va se colorer les cheveux avec de la coloration végétale, on va se soigner son cheveu. On va le renforcer, on va lui donner du corps. Sur le cuir chevelu, donc avec tout ce que je t'ai dit, ça, du coup, ça apporte donc le soin pour le cuir chevelu. C'est un soin anti-chute, activateur de pousse. Ça régule le sébum. On a le cuir chevelu qui donne moins de sébum. Enfin, il y a plein d'avantages. Voilà. La seule chose, c'est qu'en effet, on peut pas éclaircir. Ok. Voilà, c'est tout. Mais finalement, ça fait quand même d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il y a ce côté soin et ce côté coloration, même si il n'y a pas l'éclaircissement. Donc, c'est quand même assez... j'aime beaucoup ton approche de le voir comme un soin. Et effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose qui a besoin peut-être d'être expliqué au grand public. C'est tout là où il y a peut-être un peu d'éducation à faire. Mais effectivement, comme tu disais, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est long. Donc, aujourd'hui, pour revenir sur principalement tes deux grosses sources de revenus, ça va être plutôt tout ce qui est réseau finalement. Donc, si j'enlève le côté de ton salon, tu vas avoir plutôt tout ce qui est professionnel, donc les coiffeurs et les personnes, voilà, vraiment plutôt en B2B. Et après, le site internet, j'imagine, parce que vous avez travaillé le référencement, je sais pas, est-ce que vous avez fait du Pinterest peut-être ou... Alors, j'ai pas fait du Pinterest.
Mais par contre, j'ai travaillé avec alors quand j'ai dit j'ai externalisé, j'ai oublié eux. J'ai travaillé avec une agence de com sur Paris. La première année, j'ai fait du SEO, beaucoup de SEO et d'ADS et de l'ADS. Ah oui. Ouais, voilà. Ok. J'en ai fait un peu pendant une année, hein, voilà. Oui, pour le site internet, ça lui a donné un petit coup de boost. Par contre, ça fait pas tout non plus. Bien sûr. Donc là, j'ai fait une pause parce que ça coûte quand même assez cher. Hein. Pour une petite entreprise, c'est quand même un sacré budget. Voilà, mais je pense qu'il faut passer par là aussi. Hein. On est obligé pour se faire connaître, quoi. Mais en fait, l'avantage de l'Ads, alors juste pour les personnes qui nous écoutent, l'Ads, là, tu parles de Google, plutôt Google Ads. C'est-à-dire que quand on va chercher peut-être coloration ou se colorer les cheveux sur Google, on a des liens payants qu'on appelle. Donc là, on parle pas de publicité sur les réseaux sociaux parce que je sais que dans d'autres épisodes de podcast, on en a parlé. Donc c'était juste pour faire la petite distinction. Et souvent, c'est vrai que quand on va lancer un site, le temps que le SEO, qui est donc le référencement naturel, se mette en place, parce qu'on le sait, c'est long, ça peut me mettre 4-5 mois, le temps que les robots de Google viennent scroller toutes les pages, que ça rentre dans tout le robot et le système Google. C'est vrai que l'ADS, c'est souvent, la pub permet d'accélérer un peu ça et de pouvoir avoir finalement des retours assez rapides du marché tout de suite pour voir peut-être s'il y a des choses à réajuster. Mais effectivement, comme tu le dis, ça peut avoir un certain coût, surtout si tu passes par une agence pour le faire. Donc, mais effectivement, j'entends quand même qu'aujourd'hui, c'est le site principal. En dehors, si j'enlève vraiment le côté réseau et de ton salon, tu vois, moi j'aime bien voir plutôt entre la publicité sur les réseaux, publicité Google, les réseaux sociaux en soi. Toi, c'est quand même plutôt le côté site internet où tu as fait le choix de vraiment de mettre des efforts. Parce que les réseaux sociaux, tu me disais qu'on préparait l'épisode, c'est plutôt pour de la notoriété, c'est ça, aujourd'hui? C'est ça, complètement. Ah oui, c'est principalement pour moi de la notoriété. Et aujourd'hui, c'est quoi? T'es sur LinkedIn. Alors toi, t'es sur LinkedIn. Alors, Et oui. Oui, alors j'ai commencé par Insta, Facebook, mais maintenant c'est vrai que je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Ça a créé pour moi beaucoup plus de contacts. D'ailleurs, c'est par ce biais-là que on s'est connus. Tout à fait. Voilà. Et puis je vois pour les pros et puis des professions annexes comme ça où on prend contact avec moi et je prends contact plus facilement sur LinkedIn. Ouais, vraiment. L'avantage de LinkedIn, c'est que, alors tu peux avoir une page, je pense, oui, c'est ça, tu as une page, un compte Bali, mais tu as aussi ta page perso, toi, Christelle, en tant que la fondatrice, la créatrice. Et je vois beaucoup passer tes posts qui sont très intéressants parce qu'on voit un petit peu aussi ton aventure, qui est derrière la marque. Et ça, moi, les gens qui écoutent le podcast le savent, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours important de savoir qui y a derrière une marque. Et on voit un petit peu toutes les étapes que tu franchis et ça rajoute un lien finalement auprès de la marque et tes produits via toi. Donc ça, c'est l'avantage effectivement de LinkedIn parce qu'on a cette notion de page personnelle. Sur Instagram, on n'a pas vraiment. Alors, tu pourrais avoir ton compte personnel et le compte de la marque. Après, on a quand même des formats comme les stories qui permettent peut-être d'avoir un petit peu plus du perso si besoin, ou en tout cas voir qui est derrière la marque. Mais c'est vrai qu'on va peut-être moins avoir un contact B2B que toi, tu peux aller chercher par rapport au développement de ta marque. Donc, ça a complètement du sens finalement que tu sois sur LinkedIn, que tu préfères aujourd'hui peut-être mettre un peu plus d'efforts sur LinkedIn. Après, moi, les gens le savent, je suis quand même une fervente défendeuse, ouais, on va dire ça, d'Instagram. Et effectivement, aujourd'hui, il faut quand même y être. Enfin, c'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le minimum. Facebook, Instagram, c'est le minimum. Maintenant, je comprends complètement le LinkedIn. Plus ça va, plus je redécouvre LinkedIn. Et il y a des pistes intéressantes, je trouve, côté LinkedIn. C'est vrai. Et justement, ça a été quoi ton plus gros challenge aujourd'hui avec Bali en matière de... Alors, premièrement, pour trouver des clients et après en termes de communication en ligne? Alors, comme tu dis, le plus gros challenge, voilà, c'est les contacts, pour trouver des contacts, la réputation de la marque. Donc créer cette réputation.
Peut-être les avis clients aussi, hein, c'est très important, hein, ces avis clients à récupérer. Ça c'est quand même un défi de pouvoir parce que les gens regardent de plus en plus, hein, les consommateurs regardent de plus en plus ces avis. Créer aussi de l'engagement. Ça c'est trouver des sujets qui vraiment qui engagent les personnes. Ouais. Et puis oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, après les gros défis, ça va être trouver des budgets pour faire de la pub, parce que la pub sur les réseaux sociaux, bon, ça peut être aussi un bon challenge en fait pour pouvoir se faire connaître, avoir plus de notoriété. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui, justement sur les épisodes précédents, qui nous partageaient que la publicité sur les réseaux pour le lancement de la marque était intéressante. C'est-à-dire que l'effort publicitaire à mettre et après ce qu'on va récupérer, ce qu'on appelle le ROAS, il est quand même assez intéressant. Mais il faut quand même avoir il faut pouvoir les mettre, quoi. C'est toujours ça. Donc c'est sûr que mais oui, donc il y a cette histoire de trouver les budgets pour être sûr derrière qu'on se mette pas en difficulté en tant que marque peut-être un peu junior, quoi, c'est sûr. C'est ça. Sur les avis clients, aujourd'hui, tu t'y prends comment pour aller les récolter, justement? Parce qu'on le sait, c'est pas toujours évident. Moi, la première, je le sais, je me confronte aussi à ça. Et t'as des petites astuces peut-être à nous partager? Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir un salon de coiffure, d'avoir d'avoir mes clientes sur place. Donc je leur demande en fait de faire, alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais de faire des petites vidéos. Donc on les filme. Ouais, on les filme et toutes ne sont pas ne veulent pas forcément, mais du coup on en récupère un petit peu et c'est top. Je leur demande aussi de mettre des avis sur Google. Voilà. Donc c'est par le biais de mon salon, beaucoup. J'ai fait à un moment donné, envoyer des petits messages pour donner des avis. Mais c'est vrai que c'est tout ça, ça prend du temps aussi. Hein. C'est vrai que pour une petite entreprise, c'est quand même assez chronophage et voilà. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à, comme tu es toujours au salon et tu as aussi Bali. Aujourd'hui, en termes de temps, tu le répartis comment ton temps de travail? Alors ça c'est mon défi de 2024. C'est ouais. C'est donner un peu plus de place à Bali. Donc je vais pour cette année, donc je vais garder une journée pour Bali et puis tous les jours je travaille un peu sur Bali, mais je veux garder cette année une journée. Je travaille 6 jours sur 7. Non, je dirais même 7 jours sur 7. En fait, en tant qu'entrepreneur, enfin, je t'apprendrai rien. Voilà. Oui. Voilà, c'est se trouver du temps. Le défi, c'est se trouver du temps pour soi. C'est compliqué parce que mon passe-temps, du coup, c'est Bali. En fait, je travaille sur Aromacée avec les clientes et puis je dirais que le passe-temps, c'est Bali, quoi. J'ai plus d'autres passe-temps. Mais ouais, 2024, le défi, ça sera aussi donc d'avoir de laisser de la place à Bali un petit peu plus pour pouvoir commercialiser, le faire connaître, voilà. Et puis d'essayer d'avoir du temps pour moi. Alors ça, c'est encore plus gros le défi. Oui, ouais, ça c'est encore autre chose, mais oui, il y a tout un système peut-être d'organisation, de réorganisation de ces journées. Mais ça, on le sait, c'est un peu. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, on le vit. Et c'est vrai que toi, t'as en plus ce côté où tu as ton salon de coiffure. Donc c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler, c'est que tu as lancé une marque en ayant une activité à côté. Et effectivement, je rebondissais à ça par rapport à ce que tu dis sur les avis clients, que ça prend du temps d'aller les chercher. Et effectivement, toi, le temps aujourd'hui, il faut que tu arrives à choisir les bonnes actions qui peuvent peut-être avoir le meilleur retour sur investissement derrière. Mais maintenant, c'est vrai, peut-être prendre un peu plus de temps pour
aller un petit peu plus loin sur le développement de la marque, ça va être tout l'enjeu. J'entends plus. On enregistre le podcast, on est en début d'année, donc c'est peut-être le moment de se fixer justement comment je vais arriver à retrouver cette journée supplémentaire et comment je peux organiser le salon pour qu'il tourne peut-être un peu moins sans moi. Je ne sais pas si c'est un peu vers ça que tu veux aller. Et d'ailleurs, ça me fait, tu vois, ça rebondit. C'est un bon pont pour la question suivante. Là, au niveau de Bali, tu as tout lancé, donc toute seule, à part tout ce qui est ads et sites et référencement. Mais tu es toute seule aujourd'hui au niveau de l'équipe? Comment vous êtes plusieurs? Non. Alors, depuis l'année dernière, je travaille avec une chargée de com. Chargée de com en alternance. Super. Voilà. Donc, on a fait du beau travail l'année dernière. Et cette année, je travaille avec une chargée commerciale en alternance. Voilà, donc je travaille toujours à 2 sur Bali. Voilà, et sur Aromacé, on travaillait à 2 aussi, mais depuis le mois de juillet, non, je travaille seule. En fait, moi, ma vision, c'était si tu veux, de former quelqu'un sur Aromacé pour la laisser un petit peu plus aux commandes de Aromacé, et puis moi me dégager du temps pour m'occuper de Bali. À force, du coup, apparemment, ça peut pas se passer comme ça. Souvent, je sais pas, ça se passe jamais comme tu l'as prévu. Non, et ça fait depuis 2019 que j'y travaille. Et j'ai formé 3 personnes. Et alors, voilà, ça c'est mon point faible, on va dire. Le management, compliqué. Et bon, du coup, depuis le mois de juillet, je travaille seule et je dirais, voilà, du coup. Après, côté Bali, non, le management, a priori, comme tu as aujourd'hui. Ah oui, ça marche bien. Voilà, oui, ça marche, voilà. Oui. Mais peut-être que c'est pas pareil. Tu gères pas un salon de coiffure. C'est pas pareil. Tu gères, voilà. Effectivement, peut-être que les filles peuvent être plus autonomes. Il y a plus de. C'est ça. Exactement. Il y a un projet, un début, une fin. Tu lances une campagne. Tu lances une campagne de prospection, etc. Donc, peut-être. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ok, hot challenge, alors encore en 2024. Hein. C'est ça. Mais d'ailleurs, justement, parlant de challenge, tu me disais que à terme, hein, pas tout de suite, hein, de ce que tu m'expliquais, tu voulais aussi vendre les colorations Bali au grand public, mais via tes partenaires, c'est-à-dire les salons de coiffure. Je sais qu'il peut peut-être y avoir quelques petits... c'est pas des blocages, mais il y a peut-être un petit peu de sensibilisation à faire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je sais que ça, c'est un sujet qui te tient à cœur. Et je trouve que c'est aussi très beau. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Oui, parce que je suis partie finalement d'un constat. Moi, quand j'ai créé, si tu veux, ma coloration végétale Bali, ce que je voulais, en fait, c'est que beaucoup de femmes utilisent de la coloration végétale. Et on sait qu'il y a des femmes qui viennent dans les salons de coiffure, mais il y a des femmes qui se font leur couleur elles-mêmes. Et je suis partie de ce constat qu'il y avait beaucoup de femmes qui achètent leur coloration végétale dans les magasins bio, dans les grandes surfaces, dans les grandes distributions, et qui n'ont pas de conseils. Et cette coloration végétale a besoin d'un conseil, a besoin d'un expert. Et qui, mieux que le coiffeur, peut vendre une coloration, voilà, qui mieux. Donc, il faut que ça soit le coiffeur qui récupère ses parts de marché. Pour moi, c'est ça. Alors, il y a des blocages dans le sens, on peut penser que le fait de vendre de la coloration à faire chez soi, peut diminuer le chiffre d'affaires au salon. Moi, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant 5 ans. Et ça a été tout le contraire. Tout le contraire. En fait, j'ai augmenté. Alors, j'ai pas baissé justement mon CA du côté prestation parce que j'ai eu d'autres clientes, voilà, qui sont venues. Et par contre, j'ai augmenté mon CA en vente, mais considérablement.
considérablement. Donc il y a pas de perte et ce marché, moi je dis aux coiffeurs à qui je sensibilise à la coloration végétale et à Bali, c'est que il faut pas avoir peur de ça. Bon, ça va se faire petit à petit. Il faut que les choses, il faut que les mentalités évoluent et voilà. Mais bon. Après, ce qui est fou, c'est que toi, tu as une preuve de ce que tu avances. Tu Ouais. vois, de ce que pendant 5 ans, tu le dis, t'as pas baissé sur les prestations, certainement parce que tu as trouvé d'autres clientèles, des personnes qui peut-être se sont dit, tiens, plutôt que d'acheter ma coloration à Carrefour, pour ne pas les citer, je vais aller l'acheter au salon de coiffure, et puis tiens, puis c'est sympa, salon, il est sympa, puis Christelle, la coiffeuse, elle est cool, donc bah tiens, je vais plutôt aller me faire coiffer là que à l'autre. Voilà, donc finalement, puis comme tu disais, je sais pas si quelle est la part de marché de coloration que l'on fait chez soi, mais si tu peux être là à être la personne qui va vendre ce produit-là plutôt que ce soit donné à Carrefour, pour rester sur cet exemple-là, ça doit être quand même une part de marché considérable, parce que je sais pas si les personnes qui nous écoutent font des colorations chez elles, à l'acheter, à les faire, et puis c'est pas toujours, peut-être, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, c'est peut-être un peu la galère, alors que là, au moins, on a en plus un conseil de la part d'un professionnel, quoi. Donc, bon, c'est vrai, on en avait parlé. Moi, je trouve que c'est forcément gagnant sur tous les points. Mais voilà, peut-être que le marché n'est pas encore mature pour ça. C'est ça. Mais la part de marché, elle est énorme, que tu en parlais. C'est, est-ce que tu sais que donc 50% des femmes qui se colorent les cheveux le font chez elles. C'est énorme. Et ouais. Tu vois, c'est 50%. Les autres 50% font en salon, mais il y a quand même 50%. Alors, ces femmes font autant de la coloration végétale que de la coloration chimique. Ok, on est d'accord. Oui. Et là, du coup, il y a 50% encore de celles qui se colorent les cheveux chez elles qui le font en végétal. Ah oui. Tu vois, donc j'avais un chiffre comme ça, c'est dans le monde, il y a c'est une coloration par seconde qui se vend dans le monde. Ah ouais. Une par seconde. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, donc qui se vend dans les magasins. Que ça soit, oui, que ça soit en direct ou que ça soit peut-être chez les coiffeurs, quoi. Oui, enfin, il y en a pas trop chez les coiffeurs, mais du coup. Ah oui. Mais en tout cas, qui se vend actuellement, il y en a pas chez les coiffeurs, mais c'est une par seconde qui se vend dans les surfaces. Ouais. C'est énorme. Et oui, pour moi, il y a un terrain de jeu incroyable sur ça. Mais bon. Incroyable. Hein. Ouais. Et tiens, justement, en parlant du monde, aujourd'hui, tu vends principalement en métropole, ou est-ce que par rapport à, est-ce que c'est un projet justement d'aller peut-être sur l'international ou l'Europe? Complètement. Ah. Complètement, oui, c'est un projet. Oui. Très bien, j'adore. Oui. Là, j'ai fait une rencontre aussi, toujours par LinkedIn. Moi, je dis souvent LinkedIn. Non, c'est LinkedIn en fait, il faut dire. Hein. Oh, je sais pas. Je dis LinkedIn. Bon. Et une personne qui habite en Suisse. Voilà. Okay, donc c'est pas très loin de chez nous, mais voilà, en tout cas c'est francophone. Voilà. Et puis j'ai là un petit, je sais pas si je vais en parler, mais Dubaï. En fait, j'ai un contact sur Dubaï. À voir. Hein. On se tiendra au courant. On fera un podcast pour te dire. Hein, si... Voilà. Façon, mais bon, on va voir. Je laisserai dans les notes de l'épisode tous les liens pour te suivre. On en reparlera à la fin de l'épisode, mais comme ça, voilà, on pourra suivre un petit peu ton aventure à Dubaï ou pas, je sais pas, on verra. Pas, voilà. Mais il y a ce souhait-là d'aller à l'international aussi. Oui. Et oui, on a un beau produit comme ça serait dommage que ça ne reste qu'en France. Oui, c'est ça. Donc pas mal de challenges. Donc ça, c'était des choses que je voulais qu'on voit ensemble. Et j'aimerais peut-être, avant qu'on clôture, c'est une question que j'aime bien poser. Selon toi, ça serait quoi les 3 qualités pour devenir dirigeante d'une marque française comme Bali? Les 3 qualités, alors déjà d'être très créatrice, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, je suis pas pris de cours.
les 3 qualités. Euh, euh, avoir confiance en soi, hein. Il faut avoir ça se travaille, hein. En même temps, j'ai eu beaucoup de choses sur ça. Ça se travaille et on n'est pas forcément avec la confiance, avoir du leadership, voilà. Et puis ne rien lâcher en fait, parce que on passe toujours par des moments de plus bas et être persévérant, voilà, persévérante, voilà, parce que on passe forcément par des moments euh, plus bas et puis faut voilà, il faut y aller quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Toujours. Et puis avec le travail, hein. Avec le travail paye toujours. Le travail perd toujours, donc il faut bosser. Pas compter ses heures. Ah ça, oui. Mais même à un moment donné, arriver à reprendre du temps pour soi aussi. Oui, comme oui. Tu disais, c'est mais comme on disait. Ouais. Au début. Voilà. Comment faire au début? C'est obligé quand tu mets tout en place et il faut vraiment voilà, être persévérant. Oui, tout à fait. C'est ça. Et se dire que quand c'est difficile, derrière, il y a du plus beau. Et effectivement, il y a le côté un peu de confiance, de croire en soi. Et moi, ce que je me rends compte de plus en plus aujourd'hui, c'est que l'aventure entrepreneuriale, quand on est au départ seul, c'est, je pense, un accélérateur pour apprendre à se connaître. Je crois que j'ai jamais autant travaillé sur moi-même, sur mes peurs, sur mes croyances, sur que depuis que je suis à mon compte, parce qu'on prend tellement tout de plein fouet que si on veut pouvoir avancer et justement pas tout lâcher et pouvoir persévérer, il faut qu'on commence à comprendre comment fonctionnent les gens, comment on fonctionne nous, pourquoi on a ces blocages-là. Et moi, je trouve que c'est en termes j'aime pas trop le terme, mais d'épanouissement ou de développement personnel, ça reste une bonne école d'entrepreneuriat pour ça. Carrément. Ouais. Carrément, moi, avec Bali, oui, j'ai beaucoup appris sur moi, ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, j'aime toujours, ça, c'est plein de bonnes choses pour les personnes. Il faut persévérer. Et puis, s'il y a besoin, vous n'êtes pas seul aussi, hein, vous le savez. On peut toujours se retrouver à discuter autour d'un café virtuel ou autre. En plus, maintenant, on a plein d'outils pour ça, donc faut pas hésiter. Oui, dis-moi. Oui, justement, à ce propos, là, quand tu dis pas rester seule, je fais partie d'un club, d'un cercle d'entrepreneuses. Et puis, si je peux en dire 2 mots, là, comme ça me vient, c'est les femmes alignées. C'est Noémie Pugnat qui l'a créé dans la Drôme et l'Ardèche, hein, puisque moi et puis il est amené à grandir ce cercle. Et voilà, et ça m'a fait énormément grandir. Prendre la parole. Ça, j'invite vraiment toutes ces entrepreneuses à à créer du lien comme ça, et à faire cette démarche faire partie d'un club, d'un cercle d'entrepreneuses. Et ce cercle, en tout cas, d'entrepreneuses est vraiment top. Je lui souhaite, vraiment. Il y a de belles choses qui s'y passent et c'est chouette. Merci de nous le partager. Et puis, je mettrai le lien, du coup, dans les notes de l'épisode, si on a des personnes qui sont du coin de la Drôme. Et justement, ça me permet de rebondir. Si on veut une coloration végétale, où c'est qu'on peut déjà trouver ton salon et où c'est qu'on peut retrouver Bali? Est-ce que tu peux nous partager un peu tout ça? Alors, mon salon, déjà, il se trouve dans la Drôme, donc à Bourg-les-Valences, à côté de Valence, hein, ça se tient tout. Voilà. Et puis Bali, donc on l'a dit, c'est sur mon site internet www.bali.fr et sur les réseaux sociaux, hein, Bali Naturel, et puis Facebook, LinkedIn, voilà. Avec Christelle Flouret sur LinkedIn, hein, mon compte perso, enfin mon compte, voilà. Et puis Bali et Aromassé, hein, voilà. Oui. Ah, tu as aussi Aromassé en page. J'ai aussi Aromassé en page, ouais. J'ai aussi justement sur Insta, j'ai aussi salon Aromassé. Voilà. Je mettrai tous les liens si des personnes veulent aller découvrir un petit peu l'univers, pour le coup, de Christelle, aussi bien côté Bali que côté Aromassé. C'est génial.
Écoute, on est presque arrivé au terme de l'épisode. Avant de se dire au revoir, on va passer, tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure pendant la préparation de l'épisode, il y a toujours un petit jeu que j'aime bien faire avec mes invités, c'est le ceci ou cela. Donc les règles, c'est que je vais te proposer 2 options sur des sujets un petit peu divers et variés, et il faudra que tu fasses que le choix le plus rapidement possible, si possible. Et je vais mettre un petit minuteur d'1 minute. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Fondue. Mais savoyarde. Savoyarde, excuse-moi. C'est tellement évident pour moi, mais savoyarde. Shampoing solide ou liquide? Solide. Et Instagram ou LinkedIn? LinkedIn. Cheveux raides ou frisés? Frisé. Eh oui. Or ou argent? Or. Été ou hiver? Été. Fleurs ou bougie? Bougie. Cheveux courts ou cheveux longs? Cheveux longs. Ah oui. Couche-tôt ou couche-tard? Alors, plutôt couche-tôt. Chocolatine ou pain au chocolat? Ah, moi, ça sera pain au chocolat. Ah, merci. Ouais. Chat ou chien? Alors, je dirais chat. Ok. Cinéma ou théâtre? Ah, théâtre, j'adore. C'est fini. Oui, tu as fini. Ah, j'adore. Oh, On a plein de points communs. Ça me permet de... Ah, oui, bah, j'ai fait du théâtre, j'ai un chat. Moi, c'est le pain au chocolat aussi. Hein, donc, bon. Et la savoyarde marque beaucoup de points, il est vrai. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Hein. On est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais te remercier de ton temps, de tout ce que tu nous as partagé. Tu as été très transparente, tout ce que tu nous as dit. Il y a eu beaucoup d'informations, de spontanéité. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'espère que ça pourra guider mes auditrices. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin, avant qu'on se quitte? Oui, bah déjà te remercier Marie, vraiment c'était top ce petit moment. C'est quelque chose que je fais pas souvent, que je veux me prêter à cette exercice. Enfin, le fait parler de Bali par ce biais-là me fait énormément plaisir. Voilà, donc j'espère que ça continuera. Voilà, je voudrais vraiment te remercier et puis dire que voilà, on est toutes les femmes là, des warriors, il faut y aller, il faut persévérer et voilà, il faut rien lâcher. Donc voilà, c'est pour un petit mot de la fin, voilà. Bah, super, pas mieux. Merci beaucoup. Je te propose qu'on se quitte là et moi je retrouve les auditrices pour la conclusion de l'épisode. À bientôt Christelle. Merci Marie. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Christelle a accompli pas mal de défis pour lancer la marque Bali et va encore être confrontée à de beaux challenges pour cette année. J'espère que la bonne vibes de Christelle vous aura fait du bien et que vous repartez reboosté. Si c'est le cas et que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous le pouvez, bien entendu, vous pouvez aussi lui laisser un petit message. C'est toujours un plaisir de vous lire. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. Salut!